L'écologie. Vous avez dû voir dans les actualités les nombreux appels des scientifiques, comme un communiqué signé par 15 000 d'entre eux, qui tire la sonnette d'alarme sur ce que l'on fait subir à la Terre. Ces appels se multiplient, la plupart disant que c'est déjà trop tard, que le point de non-retour est déjà atteint. Ces communications sont primordiales, et je suis signataire de certaines d'entre elles. Mais aujourd'hui, je veux vous partager l'autre côté. Ce côté qui essaie de faire des efforts, petit pas par petit pas. Celui de l'industrie lourde. J'ai toujours eu une affinité avec la nature, à apprécier sa beauté et le sentiment de liberté qu'elle procure. Et ce, depuis mon plus jeune âge. Bon, j'ai grandi en Auvergne aussi, on va dire que je n'avais pas trop le choix. Et ça n'a pas trop changé maintenant, à part que je suis sûrement un peu plus rapide. Entre les deux, j'ai fait des études. Et comme tout le monde, j'ai essayé de trouver ma voie. Et je me suis lancé dans le domaine qui paraît le plus proche des préoccupations environnementales. La chimie. Il faut avouer que ce mot chimie, il fait peur. Et il ne fait pas vraiment penser à la nature non plus. Mais la chimie, c'est aussi tout le progrès, tout le confort de la vie moderne. Tout ce que nous utilisons chaque jour est basé de près ou de loin à de la chimie. Du coup, je me suis lancé dans le domaine qui paraît une nouvelle fois le plus proche avec la nature, le domaine des polymères. Je vois que certains ne savent pas ce que c'est, mais je vois aussi que certains font la grimace. Car oui, les polymères comprennent les plastiques. Mais pas que. Par définition, un polymère est un enchaînement de molécules qui s'imbriquent les unes avec les autres, un peu comme le feraient des Legos. Il existe donc des polymères de toutes sortes, et certains qui sont naturels en plus. Tout à l'heure, quand vous sortirez du bâtiment, je vous invite à regarder vos pieds. Par chance, vous verrez peut-être de l'herbe. Cette herbe, elle est composée à 20% d'un polymère, la cellulose, qui elle-même est composée de molécules de glucose. Alors vous me direz, pourquoi ne pas utiliser les polymères qui sont déjà présents dans la nature? On le fait déjà avec la cellulose par exemple, pour le papier. Mais dès que l'on veut faire des matériaux plus résistants, cela devient vite compliqué. Et c'est mon objectif. Je veux créer le polymère qui volera dans les fusées de demain, et qui aura un impact minimum sur l'environnement. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du vol numéro 75 à destination de la Terre et en provenance de Mars. De bien vouloir attacher vos ceintures en vue de la rentrée atmosphérique et vous souhaite un agréable voyage. Notre vitesse est actuellement de 28 mètres par heure et la température extérieure est de 2 degrés Celsius. Vous entendrez peut-être cela dans quelques dizaines d'années. Mais si vous avez bien écouté le commandant de bord, ça chauffe là dehors. 2000 degrés Celsius. La navette a intérêt à être bien protégée, sinon vous verrez une belle étoile filante. Heureusement, il y a des matériaux spécialement conçus pour ça dans l'aérospatiale. Le bouclier thermique. Vous pouvez le voir comme une grosse carapace. Je vous passe les détails sur toute sa composition, mais j'aimerais que vous reteniez une chose. Dedans, il y a ce que l'on appelle une résine ablative. Et c'est sur ce composé, la résine ablative, qui est actuellement produite à partir de composés qui sont cancérigènes, que je cherche à remplacer par un polymère biosourcé, c'est-à-dire issu de ressources renouvelables. Et l'aspect biosourcé n'est pas le seul à prendre en compte pour créer un polymère qui a un impact minimum sur l'environnement. Ce serait dommage de créer un polymère issu à 100% de ressources renouvelables, mais qui soit toxique. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas par hasard. C'est ce qui m'est malheureusement arrivé dans mes recherches. Bon, le bon côté, c'est que je peux me vanter d'avoir créé un poison biosourcé. Mais je vous assure, c'est un vrai casse-tête. Car il faut que je crée une molécule qui soit capable de réagir sur elle-même pour former le polymère, mais qui ne soit pas réactive sur les êtres vivants. C'est un peu comme si vous me demandiez de créer un pesticide qui ne soit pas dangereux pour l'homme. Et le côté toxique n'est pas le seul aspect à prendre en compte pour créer un matériau vraiment durable. Il y en a plein d'autres, comme la consommation énergétique ou la génération de déchets.
Et toutes ces questions me font presque oublier le plus important. Est-ce que le polymère, il fera bien son boulot? Car si je ne suis même pas capable de protéger une mouche, je serais bien content avec mon polymère propre. Mais bon, imaginons que j'arrive à développer le polymère. Il faudra 20 ans pour qu'il se concrétise en produit industriel. 20 ans. Vous pensez donc que les entreprises vont se lancer dans cette croisade juste parce qu'une molécule est suspectée d'être cancérigène, alors qu'ils ont quelque chose qui marche très bien depuis les années 50? C'est comme si, il y a une dizaine d'années, je m'étais dit « je soupçonne ma voiture diesel de rejeter beaucoup de microparticules. Je vais changer pour une voiture électrique. Elle coûte 3 fois plus cher, je ne peux pas faire de longue distance avec, et ni même la recharger partout. Entre nous, jamais je n'aurais changé de voiture. » Mais la question que ça amène, c'est plutôt qu'est-ce qui aurait fait que je change de voiture à l'époque? 2 choses. Si je n'ai pas le choix, car les véhicules diesel deviennent interdits, ou si la deuxième, si le fait d'avoir un véhicule électrique me fait gagner de l'argent par rapport à un véhicule diesel. Et c'est exactement la même chose avec une entreprise. Si je n'ai pas le choix, c'est ce qu'il se passe en ce moment dans l'industrie chimique, avec le règlement REACH, qui a été mis en place par l'Union européenne. Le but, contrôler et réguler les produits chimiques qui circulent en Europe. L'efficacité, 22 000 molécules enregistrées. 48 molécules avec des restrictions si importantes qu'elles sont quasiment interdites. 534 molécules restreintes dans leur utilisation. Et au moins un doctorat de créé, le mien. Car oui, l'écologie crée de l'emploi. Et pour le côté me fait gagner de l'argent, c'est nous qui orientons le marché. Si la demande diminue, la production ne sera plus rentable pour l'entreprise. Et elle n'aura d'autre choix que de se réorienter sur ce que nous recherchons vraiment. Soit supprimer un produit, soit trouver des alternatives qui nous conviennent. Il y a un exemple que l'on peut facilement prendre dans la vie de tous les jours. Les sacs plastiques à usage unique. Ils sont maintenant interdits depuis plusieurs années en France, mais vous pouvez toujours croiser des sacs à base d'amidon, qui sont biosourcés et biodégradables. Parce qu'il y a une différence. Biosourcé qui signifie issu de ressources renouvelables, et biodégradable qui signifie se dégradant dans la nature. Mais a-t-on réellement besoin de sacs plastiques? Ne suffirait-il pas d'utiliser des sacs en tissu lavable, par exemple? Je pense que c'est un raisonnement que l'on devrait avoir pour tous les matériaux. En a-t-on réellement besoin? Non, donc on s'en sépare. Est-ce vital et polluant? Oui, donc trouvons des alternatives. Mais il est vrai que pour des utilisations plus techniques, comme dans l'aérospatial, il est beaucoup plus dur de trouver des solutions qui tiennent la route facilement. Et cela coûte très cher. Il est donc nécessaire que l'impulsion soit donnée par des organismes plus puissants, comme l'Union européenne. Vous vous souvenez du règlement REACH? Il n'est pas arrivé en claquant des doigts. Il a fallu 10 ans pour le mettre en place. Cela me fait penser que ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai commencé à travailler. Et donc, le premier travail que j'ai effectué est de rechercher des solutions durables pour l'industrie lourde. Au tout début, je me disais qu'il devait déjà exister plein de choses, que j'allais juste apporter quelques briques sur un mur qui est déjà bien entamé. Mais en fait, pas du tout. La recherche actuelle en est seulement à poser des fondations qui soient solides. Et si vous avez bien suivi, vous savez maintenant que le développement d'un matériau est long. Il est donc nécessaire de prendre des décisions globales rapidement. À ce titre, vous avez déjà entendu parler du trou dans la couche d'ozone? La semaine dernière, j'ai discuté avec un doctorant australien. Et il m'a dit que le soleil est beaucoup plus puissant chez lui. Je me suis demandé pourquoi, on a tous le même soleil, non? La réponse se trouve dans l'épaisseur de la couche d'ozone. Comme elle a été attaquée, elle est plus fine, et il y a plus de rayons ultraviolets qui pénètrent à l'intérieur. Résultat, 2 Australiens sur 3 développent un cancer de la peau au cours de leur vie. 2/3 de la population. Heureusement, des mesures ont été prises aujourd'hui pour éviter la destruction totale de la couche d'ozone, mais ce n'a pas été facile. Les scientifiques ont alerté dès 1973 que les gaz à base de composés chlorés et fluorés présents dans les réfrigérateurs sont responsables du trou dans la couche d'ozone. Il a fallu attendre 1987 pour leur interdiction, 14 ans.
Et il a fallu encore attendre 7 ans de plus pour voir leur disparition totale des chaînes de production. En tout, 21 ans auront été nécessaires pour supprimer les substances qui creusent la seule protection que nous offre la Terre contre les rayonnements ultraviolets. Ceci est l'exemple qu'il faut également prendre des décisions internationales. J'aimerais maintenant vous aborder une dernière idée avec vous, qui me tient à cœur. Ce n'est pas parce que je fais un doctorat dans l'aérospatiale que je cherche à comprendre le monde qui nous entoure, mais plutôt parce que je cherche à le comprendre que j'en suis venu à faire ce doctorat. Aujourd'hui, je vous ai parlé du trou dans la couche d'ozone. C'est très loin de mon sujet de recherche portant sur les polymères biosourcés. C'est la curiosité qui me pousse à comprendre les informations qui me parviennent. Mais aujourd'hui, avec toutes les données qui arrivent, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Et pour ça, j'utilise quelque chose que je fais tous les jours dans mes recherches. Je croise les informations et je vérifie les sources. Quelle est la légitimité d'une étude stipulant la non-toxicité d'un produit chimique financé par l'entreprise qui le produit? Il faut rester vigilant sur la provenance de l'information. Tout est une question de perspective. Et en parlant de perspective, il y a quelque chose qui m'a frappé en tant que chercheur. Dans mon domaine, les polymères, je m'intéresse à toutes les échelles. Au niveau nanoscopique, là où on observe les atomes, au niveau microscopique, là où on voit les bactéries, et au niveau macroscopique, ce que l'on voit à l'œil nu. Ce qui est incroyable, c'est que la moindre modification que je fais au niveau nanoscopique sur les atomes modifie visuellement l'aspect du polymère au niveau macroscopique. Et tout est connecté. Et c'est exactement la même chose pour la Terre, des plus petits micro-organismes jusqu'aux grands phénomènes terrestres. Ce sont ces micro-organismes qui nous permettent d'exister aujourd'hui par leurs milliards de petites actions combinées. Alors si nous voulons conserver la Terre comme maison pour l'humanité, nous pouvons agir comme ces milliards de micro-organismes, par des petites actions à toutes les échelles. Et pour tous ceux qui disent que les petites actions ne servent à rien, ce ne sont pas les dinosaures qui ont sauvé la vie après l'extinction de masse. Merci.